Bien, merci beaucoup Jacques pour cette introduction. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Ça me donne l'occasion de présenter mon laboratoire. Merci à ceux d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et voilà. Et c'est la première fois, je crois, que je donne une présentation assis. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. J'espère que je ne vais pas m'endormir. Ce sera le comble à mon propre talk. Mais voilà. Donc, je vais parler d'Islands. Donc, Islands, comme l'a dit justement Jacques, est un IRL, tu l'as dit ce matin d'ailleurs, hein, c'est un des plus récents International Research Laboratory entre la France et le Japon. Et ça s'inscrit dans une politique de développement, enfin Jacques l'a dit très clairement, notamment avec la signature d'un IRC, International Research Center, entre l'Université de Tokyo et le CNRS. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Alors, je n'ai pas touché ce que j'aurais dû. Voilà, donc moi, ça fait... J'admets, je suppose. Hein. Allez, on l'admet. Je ne sais pas qui c'est, mais on l'admet. J'espère que j'avais le droit. Donc, alors moi, juste pour... merci encore une fois pour le résumé de ma carrière. Donc moi, je suis un spécialiste des neutrinos. Donc effectivement, ça, c'est de la physique des particules. Là, tu avais raison, Jean-Baptiste. Là, où tu avais un peu moins raison, c'est que je ne vais pas parler que de la physique des particules, parce que c'est la physique des deux infinis. Mais oui, donc moi, ça fait 15 ans, enfin depuis 2005, que je vais au Japon, très souvent. Et donc, et là, je suis heureux je suis au Japon depuis janvier 2021 en tant que directeur de ce laboratoire. Et donc, voilà, je fais moins. Mon bilan carbone est mieux. Il n'est pas encore extraordinaire. Je retourne de temps en temps en France, notamment parce que j'enseigne aussi à l'IX. Mais voilà, j'ai fait des progrès. Je réduis mon bilan carbone comme tout le monde. Et donc, moi, ma spécialité, c'est les neutrinos, effectivement. Et donc, je suis venu au Japon. Enfin, j'ai rejoint les grandes expériences au Japon en 2005 pour travailler sur les neutrinos. Et c'est une spécialité japonaise, les neutrinos, comme tu l'as dit à juste titre, Super Kamiokande. Je vais en parler, je vais dire 2 mots. Et la seule expérience de physique qui a eu quand même 2 prix Nobel. Donc, voilà, ça fait la fierté des Japonais. Et à juste titre, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et nous, on est très contents de collaborer avec nos collègues, évidemment. Voilà. Alors, comment ça avance? Donc, je ne suis pas le seul à passer sur quelle touche. Ah, donc, ah oui, c'est en bas. Donc, juste pour rappeler que voilà, Islands a été créé en 2021, à une époque où ce n'était pas facile de créer un laboratoire international. Les frontières étaient fermées. Et donc, moi, je suis arrivé en juin 2021. Je suis arrivé tout seul dans l'avion à peu près. Et donc, les débuts ont été lents. Et puis maintenant, c'est de plus en plus rapide avec l'ouverture du Japon, comme vous le savez, depuis maintenant un certain nombre de mois quand même. Ça a été un peu compliqué, juste la petite histoire de ce laboratoire. Donc, c'est un vrai laboratoire français qui vient s'installer au Japon. Les laboratoires en France, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a toujours, c'est des laboratoires mixtes, hein, c'est-à-dire il y a une partie CNRS qui est associée à une université. Et donc ici, c'est simplement le CNRS qui s'est associé à une université, mais l'université, c'est l'université de Tokyo. Là où ça a été un peu compliqué, c'est que voilà, on a impliqué, parce que c'est la physique des deux infinis, on a impliqué 4 départements de l'université de Tokyo. Donc, ça ne pouvait pas être le président de l'Université de Tokyo qui signe la convention, alors que de l'autre côté, en France, c'était le président du CNRS, Antoine Peny. Donc, tout ça, ça a un peu compliqué les choses, mais on y est arrivé quand même. Et j'y suis arrivé particulièrement grâce à Kajita, que vous voyez, Kajita-san, prix Nobel de physique pour les neutrinos, donc, et il a été convaincu on se connaît depuis un certain temps, hein, mais il a été convaincu de l'utilité d'avoir ce laboratoire et il a poussé très fort et voilà, c'est grâce à lui que tout ça en particulier s'est fait. Ça marche. Alors, notre laboratoire, il est sur un des campus de l'Université de Tokyo, à Kashiwanoha exactement. Kashiwanoha, il faut prendre le Tsukuba Express en direction de Tsukuba et puis il faut s'arrêter à Kashiwanoha. Et donc on est sur ce campus-là et on y est très bien. Alors donc notre domaine,
de recherche, c'est la recherche des deux infinis. Alors, on aime bien utiliser cette expression, qui n'est pas gratuite du tout, hein, vous allez voir. Et c'est relativement récemment, en fait, que voilà, on a relié les deux infinis dans les recherches qu'on fait. Et voilà, la touche française ici, c'est d'apporter notre culture, et en particulier Pascal, hein, vous savez, qui a beaucoup réfléchi à plein de choses, parce que c'est évidemment un génie du XVIIe siècle, et notamment voilà, la place de l'homme entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et son émerveillement d'avoir nous avoir donné cette faculté d'observer en fait cet infiniment grand et cet infiniment petit, et c'est ce qu'on continue à faire finalement. Et on se trouve un peu au milieu. Alors, bon, le milieu des deux infinis, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais voilà, et on observe ces deux infinis. Et donc, c'est vraiment le programme scientifique d'Islands. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez récent, cette idée de rejoindre les deux infinis dans des types de recherche. Évidemment, ça a à voir avec des découvertes à la fin du XXe siècle, comme je vais le dire tout de suite. Alors, je vais y revenir plusieurs fois sur notre programme de physique, hein. Je vais faire aussi un peu de physique, hein. Je suis physicien, donc voilà, c'est un peu... Et puis le public est assez large, donc voilà, ça sera une présentation assez grand public, donc je m'excuse, enfin je vous prie de m'excuser pour ceux qui ont des bases scientifiques très solides. Parfois je vais dire peut-être des trivialités au bénéfice d'une vulgarisation. Enfin, je vais essayer d'être rigoureux quand même. Et donc notre programme a plusieurs composantes, mais ça je vais y revenir en détail. Ici, si vous allez sur notre site web, le site d'Islands, vous verrez là, donc là, il y a les différentes thématiques, mais je vais y revenir. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a vraiment essayé de respecter une symétrie entre, c'est l'idée entre la France et le Japon. Donc, chaque fois qu'on a défini des thématiques, des expériences, etc., il y a chaque fois ce qu'on appelle, nous, un PI, c'est-à-dire un responsable, aussi bien du côté français et du côté japonais. Donc, ici, vous avez différentes thématiques, mais on va y revenir. Voilà. Donc, ça, c'était les mots d'introduction sur Islands. Alors, la recherche en physique des deux infinis. Alors, la question qu'on se pose de nos jours, évidemment, c'est qu'on essaye de relier l'infiniment grand et l'infiniment petit, et c'est absolument justifié. On pourrait penser que, voilà, c'est ce que j'ai dit, que ça fait déjà un certain nombre d'années, ou même plus, qu'on a réfléchi à ce genre de choses. En fait, c'est pas vrai du tout. Pour la simple et bonne raison, c'est que longtemps, on a pensé que notre univers, d'accord, donc le cosmos ici, l'ordre absolu par opposition au chaos, hein, chez les Grecs anciens. Le cosmos, on pensait l'univers, on a longtemps pensé qu'il a toujours été là et qu'il sera toujours là. D'accord. C'était vraiment une grande idée qui a commencé avec les Grecs, hein, et qui a duré. Hein. Vous allez voir, même un grand physicien et même un très grand physicien du XXe siècle, il a eu beaucoup de mal avec cette idée que l'univers a eu un début et qu'il n'était pas toujours ce qu'il est. Alors quand on dit toujours, c'est évidemment, on sait qu'il y a des choses qui se passent, il y a des étoiles qui meurent, il y a des planètes qui se font absorber par plein de trucs, etc. Mais l'univers lui-même, lui, n'avait pas d'histoire. D'accord. Et ça a été vraiment une très grande révolution, peut-être un peu moins connue. On parle toujours de la révolution quantique, à juste titre, hein. Mais en termes de compréhension et en termes de philosophique ou autre, hein, mais le rapport avec nous aussi, et puis avec tout ce qui nous entoure, ça a été vraiment une découverte, enfin des idées absolument révolutionnaires. Le fait que l'univers n'a pas toujours été ce qu'il est et ne sera pas toujours ce qu'il est. C'est-à-dire que l'univers a une histoire. On a introduit du temps dans l'univers. D'accord. Et là, le paradoxe, c'est que cette idée-là est une conséquence d'une autre idée, d'un grand physicien. Par contre, il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc là, je parle d'Einstein, je pense que vous le savez, vous l'avez deviné. Einstein, en 1915, il a travaillé après avoir eu sa fameuse année en 1905, son année de génie avec plein de papiers.
En 1915, il est venu avec il a interprété de nouveau la gravitation, d'accord, c'est-à-dire l'attraction universelle, formulée par Newton à juste titre. Lui, il l'a interprété comme étant une déformation de l'espace-temps, d'accord, c'est-à-dire que la masse, en fait, une masse déforme l'espace-temps, et c'est cette déformation qui fait que vous vous sentez attiré par la Terre. D'accord. Donc, c'est vraiment une conception absolument révolutionnaire qui a eu des conséquences et c'est comme ça qu'on a pu vérifier cette théorie. Donc, l'image qu'on donne d'habitude, c'est vous tendez un drap. Ça, c'est l'espace qui est complètement vide. Vous mettez une petite bille, c'est vous, sur le drap. Il n'y a rien qui bouge. D'accord. Ben, vous rajoutez une grosse boule de pétanque sur ce drap et ben, vous allez être attiré par la boule de pétanque. Pas parce que vous êtes attiré par la boule de pétanque, mais c'est parce que la boule de pétanque a déformé l'espace-temps. Donc ça, c'est vraiment la grande révolution d'Einstein et la nouvelle formulation de la gravitation. Ben ça a eu des conséquences, d'accord. Et une des conséquences, en fait, c'est que en résolvant son équation de la relativité générale, notamment quelqu'un d'assez célèbre, le maître, qui était un abbé belge, vraiment un ecclésiastique belge, et d'autres, ils se sont rendus compte qu'une des conséquences de cette théorie pouvait être la naissance et l'expansion de l'univers. Einstein, lui, bon, il était pas bête quand même, faut dire ce qu'il est. Non, c'est quand même le meilleur physicien du XXe siècle. Il avait vu, il avait senti que, enfin, il y a eu tout un débat, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais lui, ça lui plaisait pas. Donc là, vous voyez, on est en 1915, 1920, ça lui plaît pas. Non, non, l'univers, il est statique, il a toujours été comme il a été, et il sera toujours comme il est. Donc, il y avait une constante dans ces équations. Souvent en physique, il y a des constantes. Et nous, les physiciens, contrairement aux mathématiciens, quand ça nous plaît pas, on enlève la constante et on cherche la solution qui nous intéresse, et c'est pas scandaleux parce que ça correspond à notre intuition physique. D'accord. En maths, on n'a pas le droit de faire ça. Et donc, lui, il a fait pareil. Il a joué avec une constante, il dit, ouais, mon univers est statique. Et donc, alors, je l'admets aussi, lui. Allez, là, pour aimer. Voilà. J'appuie sur le même truc. Alors, peut-être il faut faire ça et ça. Oui, voilà. Voilà, donc voilà l'univers. Et ça, c'est une photo remarquable. Ça, c'est pas une photo d'ordinateur. C'est pas une simulation, si vous voulez. C'est une photo de Hubble. Et vous voyez la beauté de notre univers. Enfin, c'est juste. Donc voilà. Donc Einstein pensait que c'était statique. Et la grande révolution, c'est 1900. Est-ce que je peux enlever ça? Non, je peux enlever ça. Je peux le mettre de côté. Non, voilà. Donc, la grande révolution, c'est 1929. D'accord. 1929, par Monsieur Hubble, justement. Donc, de nos jours, on a un télescope qui s'appelle Hubble. C'est pour lui rendre hommage parce qu'à l'époque, Monsieur Hubble, il aurait mérité quelques prix Nobel aussi. Mais à l'époque, les astronomes, les astrophysiciens, enfin tout ce qui avait à voir avec ce genre d'activité n'était pas reconnu comme des physiciens. Et Monsieur Nobel n'avait pas, dans son testament, précisé qu'il fallait récompenser aussi les astronomes. Maintenant, c'est plus le cas, évidemment, avec la cosmologie et justement à cause de la physique des deux infinis. Les découvertes en cosmologie et en astrophysique sont récompensées à juste titre par le prix Nobel de physique. Alors, bref, donc pour lui rendre hommage, on a un télescope qui a pris de magnifiques photos, vous l'avez vu tout à l'heure, et donc lui, il a profité de rupture technologique en termes de détection des télescopes. Et là, vous le voyez, lui, en train de regarder dans un télescope qui était assez révolutionnaire, le télescope du mont Wilson en Californie, qu'on peut toujours aller visiter. Et donc, à l'époque, c'était le nec plus ultra de la technologie pour observer l'univers. D'accord. Et lui, grâce à ses observations, il a vu deux choses qui étaient absolument fondamentales. C'est d'abord l'existence des galaxies, ça nous paraît tellement trivial de nos jours, mais l'existence des galaxies.
Et l'autre, c'est que, en fait, c'est ce que je dis, c'est que l'univers n'est pas statique. D'accord. Après, il y a eu un autre événement majeur en 1929 pour l'histoire de l'humanité, c'est la création de Tintin par Hergé, pour ceux qui sont fans de Tintin comme moi. Alors, l'existence des galaxies, vous voyez, jusqu'en 1929, encore une fois, et depuis l'Antiquité, d'abord on pensait que tout ce qu'on voyait dans le ciel, un point égale un soleil, c'était une étoile. En fait, c'est pas vrai. Un point, c'est égal à une galaxie, dans la très, très, très grande majorité des cas. On voyait bien qu'il y avait une petite poussière là qui traînait. On comprenait pas ce que c'était de poussière. Évidemment on comprenait pas que c'était notre propre galaxie qu'on voyait puisqu'on était à l'intérieur et qu'elle avait une forme et qu'elle est en forme de disque. Donc c'est pour ça qu'on a cette géométrie. Et donc Hubble, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pointé son nouveau super télescope. On adore avoir des nouveaux jouets, les physiciens, sur l'étoile d'Andromède, qui lui semblait un peu bizarre parce qu'elle était un peu floue, indépendamment de l'atmosphère en fait. Donc il a pointé son télescope et ce qu'il a vu, il a vu que c'était pas une étoile, mais que c'était une galaxie. Et ça a vraiment été une révolution. Avant lui, il y a eu des personnes qui avaient déjà pensé qu'il pourrait y avoir des amas d'étoiles, etc. C'était plus compliqué que ça. Mais vraiment, la découverte d'une galaxie, c'est à Hubble en 1929. Donc ça, déjà, ça voulait dire que l'univers était composé de ces galaxies et que dans chaque galaxie, il y avait un nombre incroyable d'étoiles. Ici, on a une photographie par Hubble, justement, de la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de notre galaxie à nous. Et elle a ceci de particulier, c'est qu'elle se rapproche de notre galaxie. Donc un jour, il y aura une collision entre notre galaxie et la galaxie d'Andromède. Et là, il ne faudra pas être là, mais on ne sera plus là de toute façon. Donc elle se rapproche un peu. Et là, on a une magnifique, vous la voyez quand même, une magnifique photographie. Et vous voyez qu'une galaxie, en gros, ça a au moins 1000 milliards d'étoiles ou quelque chose comme ça. Et voilà ce qu'on verrait si on avait à l'œil nu, si la luminosité de la galaxie était suffisante d'Andromède, voilà exactement ce qu'on verrait. On aurait un spectacle chaque nuit incroyable. Voilà exactement ce qu'on verrait à l'œil nu si la luminosité d'Andromède était encore suffisante. Vous voyez, comparée à la Lune, elle est même plus grande. Le diamètre apparent est plus grand que celui de la Lune. Alors, donc maintenant j'en viens à la découverte de Hubble, la deuxième découverte de Hubble. Alors ça, c'est pas Hubble, ça c'est pas Hubble, ça c'est l'ensemble des mesures qu'on fait aujourd'hui avec. Enfin si, c'est Hubble, mais c'est le télescope, c'est pas le monsieur en 1929 qui regardait dans son instrument. Ça c'est l'ensemble des mesures. Après, ça dépend du champ, mais en gros, au premier ordre, l'ensemble des mesures dans tout le ciel. Vous savez, le ciel, on l'observe à l'intérieur d'une sphère, vous le comprenez, et si on déplie cette sphère sur un plan, on obtient ça. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle c'est 4 pi pour les spécialistes. Donc c'est l'ensemble du ciel, et chaque point est une galaxie. D'accord? Alors, vous voyez qu'au milieu, il n'y a pas de point. C'est pas parce qu'il n'y a pas de galaxie, mais il y a notre galaxie, parce qu'on choisit comme ça, on se met dans la représentation où on met notre galaxie au milieu. Vous avez vu, c'est de la poussière, donc on préfère enlever ça des données. Et c'est pour ça qu'il y a du noir. D'accord. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui en termes de galaxies. Chaque galaxie étant 2000 milliards d'étoiles. Enfin, vous voyez l'immensité de l'univers. Alors, en fait, vous avez remarqué tout à l'heure, pour ceux qui suivent, c'est qu'en fait, ces étoiles ici, que je vous ai montré rapidement, elles sont pas blanches. Il y a différentes couleurs, d'accord. Donc, ce que je vous montre ici, c'est pas tout à fait. Je triche en fait. Je l'ai fait en noir et blanc. Ce qu'on observe exactement, c'est ça, d'accord. C'est-à-dire qu'on observe, et ça c'est Hubble. Enfin, c'est pas Hubble en 1929. Il n'a observé que quelques galaxies, mais voilà ce qu'on observe de nos jours. C'est-à-dire qu'on observe des galaxies qui nous envoient de la lumière. Et cette lumière va dépendre en fait de la vitesse d'éloignement de cette galaxie par rapport à notre référentiel, c'est-à-dire la Terre. Donc ça veut dire que voilà, les galaxies et la découverte. Alors juste un peu de physique, pourquoi on a ce phénomène? C'est l'équivalent du phénomène Doppler
que vous devez connaître lorsque vous êtes au bord de la route et qu'il y a une voiture qui passe. Hein. Au loin, le son est beaucoup plus aigu, et puis quand elle passe près de vous, le son est beaucoup plus grave. Donc, c'est simplement que la fréquence d'une oscillation va dépendre de la vitesse d'émission de l'émetteur. Hein. Et donc, une galaxie qui va s'éloigner de la Terre, sa lumière aura tendance à nous apparaître comme étant rouge ou jaune, et alors qu'une galaxie qui se rapproche de la Terre, elle aura tendance à être beaucoup plus bleue. Et ce qu'a observé Hubble, c'est que ce qu'il a frappé, c'est surtout les galaxies qui s'éloignaient de la Terre, et qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui s'éloignent de la Terre. D'accord ? Et donc, avec l'effet Doppler, qui est un effet qu'on peut calculer, hein, qui n'est pas très compliqué, on peut calculer la vitesse d'éloignement, et il est venu avec sa fameuse loi. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas énormément de points par rapport à ce que je vous ai montré, hein, chaque point étant une galaxie. Et sa fameuse loi, parce que non seulement les galaxies s'éloignent par rapport à notre référentiel, hein, d'accord, mais plus la galaxie est éloignée de la Terre, plus sa vitesse d'éloignement par rapport à la Terre est grande. D'accord ? Il y a une espèce de loi, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que vous avez quand vous êtes très très loin, la galaxie s'éloigne encore plus vite par rapport à notre référentiel. D'accord ? Et ça veut dire, quand vous y réfléchissez un peu, ça veut dire que vous pouvez remonter le film. C'est-à-dire que si vous regardez notre univers et qu'il y a des galaxies à des distances moyennes qui ont une vitesse donnée et que celles qui sont beaucoup plus loin ont une vitesse beaucoup plus élevée et que la relation est linéaire entre la vitesse et la distance, ça veut simplement dire que vous pouvez remonter le film. Et qu'à certains moments, toutes les galaxies étaient au moins même point. Et donc, c'est ça la grande idée de Lemaitre et d'autres, hein, qui parlaient de l'atome primitif, suite à la découverte de Hubble et suite au calcul basé sur la relativité générale, c'est qu'en remontant le film jusqu'au point zéro, vous avez le début de l'univers. Ce que un astronome célèbre, Fred Hoyle, qui a combattu cette idée jusque dans les années 80, hein, 1980, a appelé avec ironie le Big Bang. C'était vraiment avec ironie, parce que lui, il était contre le Big Bang, mais en fait, tout le monde a adopté cette image, la grande explosion initiale, hein, le Big Bang, et c'est exactement ça. C'est à cause de cette image-là, c'est à cause de ces résultats, c'est à cause de cette linéarité entre la vitesse et la position où se trouve la galaxie. Ça veut dire que vous pouvez remonter le film, d'accord, remonter le temps, d'accord, vous avez filmé, et vous avez la naissance de l'univers. Et ça, et Einstein a fini par admettre qu'effectivement, l'univers a eu un début. Et ce qu'il y a de remarquable de nos jours, grâce à la pente de cette droite, c'est qu'on peut calculer, on peut mesurer, c'est plus qu'un calcul, hein, on peut mesurer l'âge de l'univers. Et donc, on arrive, vous savez peut-être, à 14 milliards d'années. Voilà. Donc, l'âge de l'univers n'est pas 1 milliard d'années, n'est pas 100 milliards d'années. L'âge de l'univers, c'est 14 milliards d'années. Et ça a été une grande découverte. Et juste là, on est à la limite, évidemment, d'un talk de vulgarisation. Là, on parle de relativité générale. Donc, l'idée de rembobiner le film à l'envers et de mettre tout l'espace dans un point précis, c'est un peu plus compliqué. On est en relativité générale, c'est l'espace-temps. Donc, l'image est plutôt... Voilà, nous sommes tous sur un grand ballon et vous voyez, les galaxies sont à la surface de ce ballon et c'est ce ballon qui gonfle. Mais l'idée reste la même, c'est que avec cette évolution, rien ne nous empêche. Jusqu'en 1964, c'était quand même une hypothèse. Beaucoup de physiciens, y compris Einstein, en étaient persuadés, mais on a eu une découverte en 1964 qui a prouvé que cette image de l'univers primitif, hein, de l'atome primitif, était correcte. Et donc voilà où on en est aujourd'hui, avec la théorie du Big Bang, l'explosion initiale, que de l'énergie, un système très simple, très petit, très simple, et toute l'énergie de l'univers était contenue dans cette explosion initiale. D'accord. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'explosion initiale n'a pas seulement créé l'univers comme on le connaît aujourd'hui et comme on le connaissait à l'époque, si j'ose dire, donc l'espace, mais il a créé aussi le temps. Il a créé l'espace-temps. Bon, là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, donc, la physique des deux infinis, c'est quoi? La physique des deux infinis, c'est regarder
l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et la relation entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, ben, vous l'avez compris, c'est que l'infiniment grand est une conséquence logique de tout ce qui s'est passé au début. C'est-à-dire que si au début, on va parler un peu de physique des particules, si au lieu d'avoir un certain nombre de particules, on en avait eu moins, bah aujourd'hui, notre monde aurait été complètement différent. Et on peut multiplier les exemples. Si l'antimatière n'avait pas disparu, parce que c'est un de mes sujets de recherche dans l'univers primordial, aujourd'hui, l'univers serait différent. Et vous voyez qu'ici, au début, il y avait uniquement de l'énergie, d'accord, et la matière est venue progressivement avec l'expansion de l'univers, donc le refroidissement de l'univers, d'accord. Et la matière est venue de façon élémentaire, et après, elle s'est compliquée au fur et à mesure que l'univers s'est refroidi. Et donc, il y a eu la création des premiers noyaux, des premiers atomes, des premières étoiles, des premières galaxies, etc., etc. Or, cette matière très simple ici, au début de l'univers, ben c'est de la physique des particules. C'est l'infiniment petit. D'accord? C'est l'infiniment petit. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on étudie l'infiniment grand. D'accord? Moi, un de mes sujets de recherche, c'est l'explosion des étoiles aussi, les supernovas. D'accord? Avec les télescopes qu'on envoie, et le dernier qui est incroyable, on pourrait en parler des heures, qui est le James Webb Telescope, qui est au-delà de la Lune, hein, qui est sur une trajectoire qu'on appelle les points de Lagrange. Enfin, c'est hallucinant comme truc. Et ben lui, il a été lancé essentiellement pour remonter très, très loin dans le temps, c'est-à-dire voir très loin, parce que vous avez compris que plus on va regarder loin, comme la vitesse de la lumière, la vitesse d'échange d'informations est finie, d'accord? Et ben plus on regarde loin, en fait, le temps que la vitesse que l'information nous parvienne, c'est au-delà de la vitesse de la lumière, hein, mais c'est la lumière, mais l'information nous parvienne, en fait, ça prend un certain temps. Et donc, à l'époque, l'univers était plus ratatiné. Donc, regarder loin, c'est regarder il y a très longtemps, d'accord? Donc, James Webb, qu'on a lancé aujourd'hui, 14 milliards d'années, eh ben, il va regarder très loin, c'est-à-dire qu'il va remonter le film et il va approcher cette époque qu'on appelle l'âge sombre de l'univers. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a une limite en termes de visibilité de l'univers. C'est-à-dire quand on regarde notre univers et qu'on veut le regarder très loin, ou d'autres méthodes, il y a un mur qu'on ne peut pas franchir, c'est ce mur-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle le mur du rayonnement cosmique primordial. D'accord? Ce mur, c'est 300 000 ans après l'explosion initiale. D'accord? Et c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on a observé en 1974. Ce sont les rayons de lumière, les photons, qui ont été émis à cette époque-là. Et pourquoi on ne peut pas remonter après, plus proche du Big Bang, directement avec des instruments qui observent? Parce que les photons, eux, n'étaient pas libres, étaient emprisonnés. Donc, il n'y a pas d'émission de lumière. L'univers était opaque. À partir de là, il est devenu transparent. D'accord. Donc, la seule façon de remonter dans cette époque ici de notre univers, c'est de faire de la physique des particules. Et ça tombe bien parce que c'était de la physique des particules. D'accord. Et donc, on l'étudie de façon un peu moins directe que juste avec des télescopes, mais c'est exactement la même chose. Et donc, c'est ça, encore une fois, la physique des deux infinis. Ici, juste pour, je vous rappelle, l'échelle en fait de notre univers, vous voyez que à 10 puissance moins 32 secondes, il avait à peu près la taille d'un atome. Donc quand le maître, le chanoine, je crois que c'est un chanoine, enfin je suis pas spécialiste dans la hiérarchie ecclésiastique, mais enfin le maître, le physicien, je vais l'appeler comme ça, belge, il a parlé de l'atome primitif. Ben oui, c'était en 10 puissance moins 32 secondes. Voilà la taille de l'univers qui, après, il y a eu une expansion, une inflation, enfin, grâce à la matière noire, mais ça, j'ai pas le temps de vous en parler. Après, vous voyez, à 10 puissance moins 30 secondes, c'est une orange. À 1 minute, ça a déjà la taille de notre système solaire, d'accord? Et justement, à cette phase assez importante, c'est-à-dire à partir du moment où la lumière, où le cosmos devient transparent, d'accord, la lumière est libérée, d'accord. Or, les photons, ils vivent pour toujours, hein, sauf s'il leur arrive quelque chose, mais les photons, ils vivent pour toujours, la lumière, d'accord. Donc là, la lumière qui a été émise à cette époque-là, elle est toujours là, elle est dans cette salle.
d'accord? Sur ma main, là, il y a à peu près 2 ou 3 photons qui meurent et qui sont venus de cet âge-là, d'accord? Et donc voilà, encore une fois, l'origine de cette physique des deux infinis et cette observation qui a été cruciale en 1964. Je vous parlais de Lemaître. Lemaître a tout juste vu cette observation puisqu'il est mort, je crois, en 1965. Et à l'époque, il y avait encore des débats sur le Big Bang, est-ce que c'est vrai, etc. Et là, maintenant, de nos jours, on mesure ce rayonnement primordial qui est la dernière mesure directe possible, hein. Avec des satellites, on aura de nouveaux instruments, Planck, qui est très célèbre, et on vérifie, par exemple, ça c'est pour les fans de physique et ceux qui connaissent, hein, mais on vérifie qu'à cette époque-là, l'univers est un corps noir parfait, c'est-à-dire qu'il y avait que non, il y avait pas que de la lumière, il y avait déjà des atomes évidemment, mais la lumière était en équilibre parfait avec le système entier de l'univers et avec une température unique. Et cette température, on peut la calculer, on appelle ça l'émission d'un corps noir, et on la mesure, c'est absolument incroyable comme résultat. Voilà, juste avant de... Oui, je parle beaucoup là. D'accord. Mais après, ça ira beaucoup. Juste un dernier point, ça c'est pour ceux qui connaissent pas, enfin ceux qui ont moins l'habitude de la physique et des grandeurs et des questions qu'on se pose. Savoir ce qui s'est passé, c'est pas seulement important pour l'univers en général, mais c'est pour nous aussi en particulier. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question sur l'origine de votre matière à vous. Bon, vous savez d'où vous venez, hein, vous avez des parents, hein, vous avez eu des parents, vous avez toujours des parents. Et donc, mais finalement, quand vous réfléchissez un peu, nos atomes, en fait, c'est de la matière recyclée. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas le temps, mais enfin notre corps, c'est essentiellement à 70% c'est de l'eau, hein, donc c'est un ballon d'eau froide, hein, en gros. Enfin non, d'eau chaude parce qu'il est à 37 degrés, c'est pas négligeable. Donc c'est un ballon d'eau chaude et l'eau, c'est essentiellement de l'hydrogène, hein, et un peu d'oxygène. Et donc si vous comptez les atomes qui constituent votre corps, 50% en gros, ça doit être en gros de l'hydrogène. Et ben cet hydrogène, il a été fabriqué et c'est toujours le même, hein. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Cet hydrogène, il a été fabriqué en gros il y a 14 milliards d'années. D'accord? Donc, quand on vous demande votre âge, il faudrait demander de quel âge parlez-vous exactement? Parce que l'hydrogène, c'est 14 milliards d'années. Donc, c'est la moitié de vos atomes. Et maintenant, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses sur comment se forment tous les atomes qui nous composent. On a besoin de phosphore, d'oxygène, etc. Et en fait, au début, l'univers était très chaud. Donc, il y a eu la production d'hydrogène. Après, il y a eu c'est ce qu'on appelle l'inflation, une telle expansion que l'univers a très vite refroidi et il n'y avait plus assez d'énergie pour former les noyaux les plus lourds, puisque c'est venu progressivement. Donc, pour former des noyaux les plus lourds, il a fallu recréer des points chauds dans l'univers de façon à ce que voilà, l'énergie était de nouveau là. Et c'est ce qu'on appelle les étoiles. Donc, c'est comme ça qu'on a refabriqué du carbone, etc. Mais ce cycle, on sait qu'il devait se terminer. Et en fait, les éléments les plus lourds, et c'est ce qu'on est en train d'étudier, comme l'uranium, qu'on utilise dans les réacteurs nucléaires en France, mais comme plein d'autres, comme l'or, si vous aimez l'or, l'argent, etc. Ça, il n'y a qu'une façon de produire ces éléments très lourds, c'est qu'il faut des événements encore plus violents que l'effondrement des étoiles, et notamment, il faut la fusion d'étoiles à neutrons qu'on a détectées grâce aux ondes gravitationnelles. Donc, vous voyez, ici, c'est le tableau, je vais vite, hein, c'est le tableau périodique, évidemment chimique, et grâce à toute cette histoire d'univers, on comprend l'origine de chacun de nos éléments, et nous sommes tous connectés finalement avec nos atomes, d'accord? Nous sommes tous connectés à ce début de l'histoire, de l'univers. Voilà rapidement la physique des deux infinis. On pourrait en parler toute la soirée si vous voulez. Alors, nos thématiques de recherche en rapport avec ce que je viens de vous dire. Alors, il y a beaucoup de thèmes, hein. Nous, on couvre pas tous les thèmes. Il y a l'univers primordial, évidemment. Il y a la physique des particules, c'est un peu différent, c'est un peu avant l'univers primordial. Il y a les neutrinos, ça c'est
ma spécialité, l'univers noir aussi. L'univers noir, c'est la matière noire et l'énergie noire. Il y a l'astrophysique à haute énergie, très haute énergie. Ça, c'est essentiellement l'émission de photons, de lumière, aux alentours d'un trou noir. Et ça produit ce qu'on appelle des quasars et plein d'autres choses. Ça ressemble à des phares bretons, vous savez, qui aident les marins à rentrer au port. Et ben, il y a aussi des phares bretons dans l'univers. C'est des trous noirs ou d'autres choses, et on les étudie aussi. Et enfin, il y a la dernière nouveauté, c'est les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire quand vous avez une fusion de deux trous noirs, cette fusion de deux trous noirs va perturber l'espace-temps, on en revient à la relativité générale, et cette perturbation d'espace-temps va produire des ondes, comme lorsque vous lancez un caillou sur la surface d'un lac ou ce que vous voulez. Donc, il y a une perturbation de l'espace lui-même, et ces ondes, ben, si la fusion de trous noirs est pas trop lointaine ou si on arrive à détecter cette perturbation, et nous, on est inclus dans cette perturbation, et ben avec un peu de chance, on peut le détecter, et on les a détectés. On en détecte une par mois maintenant de fusion de trous noirs, et c'est absolument incroyable. Alors, avec ces programmes de recherche des deux infinis, on a défini des projets prioritaires avec différents types d'expériences. Il y a des expériences qui sont souterraines. Ça dépend du type de physique que vous voulez faire. Il y a des expériences qui observent le cosmos encore. Vous voyez un télescope. Et puis il y a des expériences qui seront sur satellite aussi. Et vous voyez ici, je reprends ici les différentes expériences ici. Et c'est pas aussi simple que ça. Je vais vous le montrer tout de suite, mais en gros, voilà, ici on a une expérience d'onde gravitationnelle au Japon, souterraine. La fameuse expérience Kamiokande, ici, c'est plutôt l'explosion des étoiles. Là, c'est les ondes gravitationnelles, donc c'est aujourd'hui. Et ici, on se rapproche, là, on est vraiment au CERN, c'est la physique des particules. Vous voyez ici, vous avez toutes les différentes époques. C'est une autre façon de représenter. On adore ce genre de dessin. C'est une autre qui est, au premier ordre, qui est faux, hein, mais bon, voilà, au moins ça explique un peu les différentes époques. Et voyez l'âge sombre ici. C'est le télescope James Webb qui va essayer de voir ce qui se passe ici. Et donc voilà nos différents projets. Juste une remarque. J'ai essayé de rapporter les différentes expériences qu'on a par rapport à un thème de recherche, mais c'est c'était schématique. C'est-à-dire, si on regarde par exemple la matière noire, hein, la matière noire, c'est de la matière qui est dans l'univers. On est sûr qu'elle est dans l'univers. On sait pourquoi elle est dans l'univers, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas la voir. C'est pour ça que c'est de la matière noire. Donc il y a beaucoup, d'un point de vue théorique, il y a beaucoup de candidats à la matière noire. Donc, c'est un axe de recherche très important, d'accord? Ça fait partie de nos programmes et ceux aussi. Et ben, pour détecter la matière noire, il n'y a pas qu'une expérience, il y a différents types d'expériences. Vous voyez ici, il y a une expérience de satellite, il y a des expériences au CERN, qui sont plus de la physique des particules. Il y a des expériences souterraines, mon expérience en particulier au Japon, mais d'autres, etc. Donc, un domaine particulier est attaqué avec différentes expériences, avec beaucoup de moyens, etc. Voilà où se situent les différentes expériences. Island, c'est au Japon, mais notre communauté, c'est-à-dire la communauté de la physique des deux infinis, c'est la mondialisation avant l'heure. Hein. On n'a pas attendu les années 80 pour mettre des moyens en commun, parce que malheureusement, nos jouets, entre guillemets, coûtent assez cher, il faut le dire. Et donc, on se met, c'est pour ça que je suis au Japon, hein, c'est parce que les Japonais ont une force en physique des neutrinos et dans d'autres domaines. Et on essaie de se répartir un peu les différentes spécialités avec des redondances, mais parce que tout ça, ça coûte quand même assez cher. À tout le monde, à la société. Hein. Donc, on a des expériences en Europe, au Japon, Subaru, qui est une expérience à Hawaï, Télescope, et puis Lightbird, strictement parlé, ça sera une nouvelle génération comparée à Planck, que je vous ai montré tout à l'heure pour la détection du fond cosmique. Lightbird, ça sera un satellite, mais il y a aussi au Chili des expériences sur le site. Juste un mot, parce que je suis
J'ai encore du temps quand même. Il y a pas, ouais, ça va, il n'y a pas de. Ok, ça va. Donc, quelques mots juste pour vous montrer comment ça se passe. J'ai pris un exemple d'expérience, hors de question de parler de toutes les expériences, hein, mais un exemple d'expérience, la mienne, enfin celle à laquelle je participe et qui est la fameuse expérience Super Kamiokande. Donc, Super Kamiokande, le principe est assez simple. L'idée, c'est de détecter des particules élémentaires, d'accord? Et les particules élémentaires, on va le voir tout de suite, mais rapidement, ce sont les neutrinos ici qui m'intéressent. Et donc, ce détecteur, c'est une grande cuve d'eau, d'accord, sous terre. D'accord. Quand je dis grand, c'est grand. Hein. C'est-à-dire, vous prenez, pour ceux qui connaissent Notre-Dame à Paris, vous prenez Notre-Dame, vous la remplissez d'eau, d'accord, et voilà, vous avez à peu près le volume qu'on a, et ce volume, il est à 1 kilomètre sous terre, parce que c'est des expériences difficiles, à bas bruit de fond, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, etc., etc. Donc, en termes de bruit de fond, il faut se protéger des rayons cosmiques, il faut se protéger de plein de choses. Et avec ce détecteur, on détecte les neutrinos. Vous voyez, les neutrinos, c'est alors là aussi on a l'habitude de s'amuser. C'est une des représentations des particules élémentaires. Quand vous allez dans l'infiniment petit, vous voyez des particules, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 30. Il y en a, vous voyez, 2, 4 fois 3, il y en a exactement 12. Il y en a 12. On a 12 particules élémentaires. D'accord? Vous n'allez pas plus petit, il y a 12 particules. Ça, c'est l'élémentaire de l'élémentaire. Ça, c'est 60 ans de recherche. On a étudié plein de choses, etc. Après, il y a d'autres particules parce que dans l'infiniment petit, il y a une symétrie entre les forces et les constituants. D'accord? Donc, il y a des particules responsables des forces et tout, mais ça, c'est autre chose. Et donc, moi, j'étudie en particulier ces neutrinos ici. Et ces neutrinos, je les étudie en tant que tels déjà, parce qu'ils sont fascinants. Je pourrais aussi vous en parler pendant des jours. Mais là, on les utilise plutôt comme outils, comme messagers. Ils nous sont envoyés soit des étoiles, soit d'autres choses pour étudier la différence entre la matière et l'antimatière et des choses comme ça. Et mon expérience, elle se situe dans la préfecture de Gifu, près de Toyama, d'accord. Et je vous ai dit, c'est une expérience souterraine, d'accord. C'est une donc, vous voyez, donc d'accord. Là, je savais bien que ça allait arriver à un moment donné. Donc, c'est une expérience souterraine. Et donc, pour la fabrication de cette expérience, si j'ose dire, on a utilisé une ancienne mine qui existait déjà. D'accord. Mais là, on est en train pas loin de ce site-là, toujours dans la même préfecture, on est en train de construire la nouvelle génération d'expériences qui sera 10 fois en volume plus grand que cette expérience, toujours remplie d'eau. Mais là, on part de rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mine, donc il va falloir creuser et tout. Ça a commencé, hein, c'est un projet absolument pharaonique et tôt ou tard, vous allez en entendre parler, je pense, sur les chaînes japonaises. Et donc voilà notre expérience. Ça, c'est juste pour vous montrer, voilà, les physiciens et on a une communauté de physiciens relativement. Il y a beaucoup de communautés en physique des hautes énergies. Il y a des communautés assez importantes comme vous avez entendu parler d'Atlas. Je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est le CERN à Genève. Là, c'est des grandes collaborations. Nous, on a des collaborations beaucoup plus réduites. Et en 2018, parce que cette cuve, elle est fermée. Si on va visiter Super Kamiokande, la cuve est fermée. En 2018, on a ouvert la cuve, cette grande cuve remplie d'eau. Hein. Et pourquoi? Parce qu'on avait des travaux de restauration. Enfin, on avait des détecteurs de lumière ici. Vous voyez ces yeux là. Ça, ce sont les yeux de Super Kamiokande. Les yeux, c'est-à-dire, ça détecte la lumière qui est émise dans Super Kamiokande. Et ce qu'il y a de remarquable, enfin, ici, vous voyez, c'est 40 mètres, je ne l'ai pas dit, mais c'est 40 mètres de haut. C'est de l'eau ultra pure, donc qui est purifiée en permanence. Donc, on a d'énormes pompes, on a des trucs, c'est très compliqué comme truc. Pourquoi ça doit être très pur? Parce que quand vous produisez de la lumière au centre, il faut que la lumière arrive sur ces détecteurs, les yeux ici. Donc, le diamètre étant de 40 mètres, ça veut dire que la lumière, en moyenne, elle va mettre 20 mètres. Vous, je suis sûr, si vous allez à la piscine ou dans la mer, vous regardez le fond, vous voyez même plus vos pieds très vite. Enfin, ici, vous voyez qu'on voit le fond de la cuve. On voit les yeux ici, ces yeux-là, on les voit, c'est les points blancs. 40 mètres de haut, l'eau ultra pure. Hein. Alors, je suis tombé dans l'eau. Hein. Elle est un peu plus, un peu plus agressive que l'eau normale, qui est déjà agressive. C'est pour ça qu'on se lave les mains avec l'eau. Mais bon, voilà, je suis ressorti de l'eau, il y avait aucun problème.
Enfin, je pense, pour l'instant. Et ça, c'est la cuve quand elle est complètement vide, parce on l'a vidée progressivement et au fur et à mesure qu'on la vidait, on en profitait pour se mettre sur ces canaux pour réparer justement ce qu'on appelle des phototubes. D'accord? C'est des détecteurs qui multiplient parce qu'on détecte un photon, c'est-à-dire un grain de lumière, on le détecte. Mais après, il faut multiplier pour avoir un signal électrique. Donc, on les répare, etc. Là, moi, j'étais avec un collègue, je l'ai pris en photo. Et là, c'est complètement vide. Et vous voyez on accédait ici, on ne voit pas l'ouverture ici, mais par une nacelle qu'on descendait, 40 mètres de haut quand même. Moi qui ai le vertige, je n'étais pas tout à fait à l'aise, mais dans cette nacelle, c'était magnifique parce que la photo ne le rend pas, mais c'était la caverne d'Ali Baba. On avait l'impression qu'il y avait de l'or partout. C'était juste magnifique. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer quelques photos pour prouver que j'étais bien dans la cuve. Hein. Et évidemment, cette photo-là, elle est pas célèbre parce que moi, je suis dessus, pas du tout. Hein. Elle est célèbre depuis un certain temps. À l'école polytechnique, dans les couloirs, j'ai mis une photo. En général, on voit des Japonais parce qu'au début, il y avait beaucoup de Japonais. Il y en a toujours, heureusement. Et donc, chaque physicien qui participe à ce genre d'opération, il a un rêve, c'est de se faire photographier comme ça. Ça, c'est notre côté un peu. Enfin bon, voilà. Alors, comment est-ce qu'on détecte? Là, j'ai pas le temps, malheureusement, de vous dire, mais en fait, le principe de détection des neutrinos dans la cuve est assez simple. C'est-à-dire qu'une particule élémentaire arrive dans la cuve et elle va mourir dans la cuve. C'est le prix à payer pour être détectée, d'accord? Elle va mourir, elle va être absorbée et en absorbant, elle va émettre de la lumière. Et c'est cette lumière qu'on détecte, d'accord? Et en fait, le principe, c'est exactement comme le bang supersonique d'un avion. C'est-à-dire quand un avion dépasse la vitesse du son, boum, il y a un bang supersonique qui est produit. Et ben, ici, c'est exactement la même chose. En fait, c'est que le neutrino, il a produit un électron qui, lui, a une vitesse plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu. Et donc, il y aura cet équivalent-là, mais électromagnétique, c'est-à-dire la lumière, alors que ça, c'est sonore. D'accord? Et on le voit parce qu'il y a beaucoup d'humidité ici. D'accord? Et voilà, c'est un cône. Quand vous prenez un cône et que vous le projetez sur un mur, vous obtenez ça. Et c'est exactement ça qu'on mesure et c'est ça qui signe la détection d'un neutrino. Donc, ouais, des fois, la physique des particules, là, c'est de la physique des particules, c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué techniquement, notamment pour avoir l'eau ultra pure, mais c'est pas si compliqué que ça. Là, vous avez des magnifiques. En plus, on détecte différents types de neutrinos avec cette technique. Et qu'est-ce qu'on fait avec là, juste avec ces neutrinos qu'on détecte? En fait, ça, c'est des neutrinos parce qu'on peut les sélectionner qui explicitement viennent soit de formation de trous noirs, soit d'explosion de supernova, c'est-à-dire les étoiles en fin de vie, d'accord, elles n'ont plus le carburant nécessaire, d'accord, donc une voiture sur l'autoroute, quand elle n'a plus de carburant, elle s'arrête, et puis voilà, une étoile, quand elle n'a plus de carburant, ben, elle implose à cause de la gravité, et donc ça forme des objets très bizarres, et notamment soit des étoiles à neutrons, soit des trous noirs. D'accord. Et donc, comprendre l'explosion des supernovas, c'est fondamental. Et donc, nous, on étudie l'explosion des supernovas, c'est-à-dire l'explosion des étoiles, etc., etc. Et la formation des trous noirs. Ça, c'est juste un aspect. Avec ce même détecteur et avec ces mêmes anneaux Cherenkov, qu'on les appelle, hein, ces cercles, on étudie aussi la disparition de l'antimatière dans l'univers. Parce que à une époque, il y avait autant de matière que d'antimatière. Or, elle a complètement disparu. Donc on comprend pas, donc on veut comprendre. C'est le principe de la physique. Vous voyez, explosion de supernova. Nous, on l'étudie maintenant avec les neutrinos. Les nébuleuses qu'on a observées depuis longtemps, hein, dans le ciel, soit de façon très pas précise, les anciens qui n'avaient pas les bons télescopes. Maintenant, grâce à Hubble, on voit exactement ces nébuleuses. Et ben, ces nébuleuses, c'est quoi? C'est simplement les restes d'explosion d'étoiles. D'accord? Et c'est la poussière d'étoiles, et c'est là-dedans notamment qu'il y a l'uranium et des éléments lourds, l'or, l'argent, etc., qui sont sur Terre actuellement. C'est comme ça qu'ils ont été produits. Et ben nous, ce qu'on fait avec les neutrinos, c'est qu'on étudie juste l'étape avant, et on veut savoir si au centre, là, est-ce qu'il y a un trou noir ou est-ce qu'il n'y a pas de trou noir. Voilà ce qu'on fait. Voilà, je vous remercie de votre attention.